Moi, je voulais en revenir sur ta dernière parole, à savoir que concrètement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est-à-dire que, mis à part l'or, l'argent, une BAD ou quoi que ce soit, comment au quotidien on peut s'organiser si demain ça pète? Je ne crois pas à une révolution dans le sens où il faut tout casser. À la limite, qu'il y ait une révolution intellectuelle auparavant pour préparer l'après, pourquoi pas? Mais pour le commun des mortels, comment on s'organise? Bah, oui, c'est la question de demain. Parce que à part éduquer les gens pour qu'ils comprennent, c'est une chose, mais ça leur permettra pas de survivre et de manger. Moi, aujourd'hui, sans une logique double, vous le savez, c'est de pédagogie et de formation par le site, la maison d'édition, et aussi de façon un peu modeste, parce que j'ai beaucoup rêvé à la révolution, c'était un peu notre génération, et c'est le XXe siècle, hein, la révolution ou rien, et finalement, c'est toujours rien à la fin. Et moi, aujourd'hui, c'est de faire du réseau de solidarité, de la création d'emplois. En réalité, bizarrement, il y a des tas de potentialités économiques à petite échelle. En fait, quand on est humble, on manque de plombiers, on manque d'électriciens. Il y a une autre manière de faire de l'agriculture. Il y a beaucoup la France est un pays où il y a énormément d'endroits vides, en friche, où on peut aller se retirer et vivre autrement. Donc moi, je réfléchis là-dessus. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des solutions qui ne correspondent pas du tout à la mentalité française. La mentalité française est très abstraite et très, je dirais, universalisante. C'est-à-dire c'est la révolution ou rien. Et dès qu'on est dans la modestie, on dirait un peu qu'on renonce, que ce serait de la lâcheté. Or, en fait, aujourd'hui, je crois que le piège, c'est de dire on prend le pouvoir ou rien. J'ai été dans cette problématique avec Égalité et Réconciliation. On voulait que je fasse un mouvement politique, puis qu'on se présente aux élections, etc. On serait devenu un mouvement concurrent du Front National et de Mélenchon. On aurait servi à rien. Aujourd'hui, je me dis, bon, on ne fait pas du tout de politique politicienne et on essaye d'aider concrètement les gens qui viennent nous voir et qui ont envie de s'en sortir, etc. Et moi, je vous le dis modestement, aujourd'hui, Égalité et Réconciliation fait vivre une vingtaine de personnes, par exemple, parce qu'on développe de l'économie. On a développé une maison d'édition. Vous avez vu les sites, au bon sens, on fait des produits écologiques. On vient de relancer de la coutellerie à Thiers, donc on fait travailler un type qui était au RSA et c'est là où on fait les plus beaux couteaux du monde et c'était en train de s'effondrer. Alors évidemment, c'est modeste, mais si tout le monde se prenait un peu la main et faisait comme ça, la France est un pays plein de savoir-faire, où il y a aussi de la demande, où il y a finalement la possibilité d'échange sans trop d'économie par le principe du troc et de l'échange, avec l'idée de ce qu'on appelle le sel. Vous savez, nous, on essaye aujourd'hui de développer un annuaire, où en fait, l'idée c'est, il y en a un qui est plombier, il y en a un qui est électricien, il y en a un qui est boucher, on n'a peut-être plus beaucoup d'argent, mais on peut s'échanger des services, etc. Et c'est une manière aussi d'envisager une période intermédiaire où si on fait rien, on crève et on n'a pas les moyens de renverser le pouvoir tellement le système est fort. Faut pas oublier, hein, le système est très très fort avec les médias, le système bancaire, la corruption. Tout le monde aujourd'hui, les syndicats sont des traîtres. On en parlait tout à l'heure aujourd'hui avec Pierrot là. Il nous parle. Non, c'est pas Pierrot, toi, c'est Pierre. C'est Pierre tout court. Parce que Pierrot, c'est l'autre. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est Pierre qui me faisait remarquer. Si on parle autant du mariage homo et des manifs contre le mariage homo, c'est qu'entre-temps, les syndicats en douce sont en train de liquider le CDI, qui était une obligation. C'est pour ça qu'on a tous ce bruit média. Voilà, c'est pour ça que Marine Le Pen voulait pas trop y aller, parce qu'elle disait c'est un leurre, ce truc sociétal. Derrière, la France est en train d'accepter une mise au pas européenne, qui était une exception française, qui était l'emploi garanti à longue durée, le CDI, le contrat à durée indéterminée. Ils sont en train de le tuer. Et on est en train de cacher ça par la discussion très importante par ailleurs, hein, puisque c'est un fondement civilisationnel, du mariage pour tous. Et vous verrez que ça se passe comme par hasard en même temps. Hein, les syndicats et le patronat sont en train en ce moment, aujourd'hui même, de liquider le CDI dans votre dos pendant qu'il y a des manifs sur le mariage homo. Voilà, donc on est dans le pouvoir est très très intelligent et très très fort, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir de même échelle aujourd'hui, puisque la lente destruction de l'opposition, moi c'est ce que j'ai vu, c'était toute ma vie, puisque j'ai commencé à m'intéresser à la politique en étant un gauchiste en 76, et j'ai vu finalement la lente soumission, destruction de toutes les oppositions institutionnelles, le syndicalisme, l'extrême gauche, le Parti communiste, Chevènement, ils ont tous été soumis, rachetés ou virés. Et il y a une certitude, c'est que le pouvoir est très très fort, mais en même temps, c'est un peu comme l'URSS de Brejnev. Il tenait tout, mais plus personne n'y croyait. Donc, je dis aujourd'hui, le truc finalement, c'est de fonctionner en dehors, comme on le fait aujourd'hui. Il y a très peu d'hommes politiques institutionnels qui peuvent remplir une salle comme ça de manière spontanée, sans tricher. Il faut le savoir. Hein. C'est une vérité. Eh ouais. Donc, je sais pas, j'ai répondu à votre question. Ce sont des petites solutions modestes et quotidiennes qui, en attendant effectivement de pouvoir faire mieux. Mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Je pense que l'erreur, c'est toujours le tout ou rien, le petit ou le grand. Dans cette période intermédiaire, je pense que la marche à suivre, c'est la formation, on le fait, et s'organiser en petits groupes pour monter des petites unités de production
d'échanges, etc. Parce qu'en réalité, la France est un pays de grand savoir-faire où il y a moyen de fonctionner. C'est simplement le système qui vous empêche de fonctionner. Donc aujourd'hui, c'est arriver à fonctionner hors système collectivement, ce qui est aussi une rééducation à la limite de ce que c'est que la vraie citoyenneté. C'est pas des mots, c'est savoir effectivement être solidaire à certains moments, réapprendre des choses concrètes. Il y a des tas de gens qui sont bac plus 10 aujourd'hui qui ne savent rien faire. Et ils n'ont même aucun savoir en réalité. Ils ne savent rien faire de pratique et ils n'ont aucun savoir théorique efficient. Donc ils disent j'ai fait bac plus 8, j'ai un master. J'ai dit tu sais même pas écrire le français, tu sais même pas allumer un feu, tu comprends rien à l'économie en réalité, puisque tu as été formé sur de la microéconomie mathématisée, etc. Tu es un pur parasite et un prétentieux. Et finalement, la crise va te ramener à ta réalité. Il y a toujours un aspect positif. Je pense à Alain Toiti, je ne sais pas pourquoi. Et nous, en ce moment, un de nos Florentino, par exemple. Un de nos projets en ce moment, c'est d'acheter de la terre pour se mettre à l'agriculture. J'adorerais faire culture, agriculture. Vous voyez, c'est cette idée que je suis à la fois dans la culture et dans l'agriculture. Parce qu'en réalité, il y a aussi tout à fait le moyen en France, qui est un pays de surproduction agricole, mais qui produit de la merde, c'est à cause des injonctions de l'Union européenne, hein, pas des paysans, qu'on a foutu dans les pesticides, etc. Tout va. Il n'y a plus un fruit et légumes mangeables aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Passez par les grandes surfaces, 3 fruits sur 4, vous les jetez. Parce qu'ils ont été surgelés, machin, immangeables, desséchés, etc. Refaire de l'agriculture correcte dans des logiques de proximité et d'échelle humaine pour qu'à nouveau les fruits soient bons, c'est tout à fait jouable, on peut le faire. Mais il faut le faire en dehors de la FNSEA, en dehors de l'Union européenne. Voilà. Et nous, c'est un de nos rêves aujourd'hui, c'est de rejoindre la culture et l'agriculture. Il n'y a pas de raison d'opposer les deux. Mao Zedong l'avait très bien compris. Hein. Il envoyait 1 mois par an les étudiants travailler dans les champs pour comprendre que leurs études supérieures leur étaient payées par les agriculteurs quand on fait de l'économie globale. C'était très intéressant, c'était très intelligent. Finalement, nous sommes tous connectés par la logique de la production et c'est intéressant de rétablir ces médiations. C'est que pour qu'il y ait des intellectuels du tertiaire très utiles dans des chercheurs en haute technologie, il faut aussi qu'il y ait des agriculteurs. Et l'un doit quelque chose à l'autre et réciproquement. Et rétablir ces connexions, ces médiations, c'est le vrai lien social. Hein. C'est pas les conneries du charity business où on donne un peu d'argent le jour du Téléthon où on regarde les enfoirés. La vraie connexion, c'est je ne sais pas à quoi sert un expert en finance qui raconte que tout va bien. Par contre, je sais à quoi sert un paysan parce que c'est quand même lui qui fait que je peux bouffer. Rétablir ces médiations. L'expert économique de Canal+ est un escroc. Par contre, l'instituteur qui se fait chier à ce que les abrutis de banlieue, abrutis malgré eux, sachent quand même à peu près lire et écrire à minima, lui, il fait vraiment un travail nécessaire parce que la hausse de l'analphabétisme est un vrai problème en termes même de production. À terme, hein. Quand un mec ne peut plus lire une notice, etc., il devient inefficace économiquement. Il faut bien comprendre que de rétablir toutes ces médiations logiques, hein, que l'intellectuel fait le manuel, que le manuel fait l'intellectuel, et ne plus accepter ces séparations qui sont absurdes, qui au départ étaient fonctionnelles, c'est la division du travail, et qui sont devenues absurdes, et maintenant qui sont devenues mortifères. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait partie. C'est pour ça que, voilà, l'idée, vous lisez des bouquins et vous réapprenez à allumer un feu, finalement, vous verrez que finalement, c'est pas du snobisme, c'est pour ça que moi, le survivalisme m'intéresse. Dans le temps, d'ailleurs, je vous signale que ça faisait partie des apprentissages. Hein. On apprenait à lire, à compter, mais aussi à reconnaître une vache d'un mouton sur les livres. Regardez les livres des enfants de l'école primaire des années encore 1950. Et vous verrez qu'on était encore dans le réel et qu'on en est sorti totalement. Et d'ailleurs, c'est vrai, on n'est plus que dans tout le monde. N'importe quel gamin se sert de ça de manière très, très intelligente. Mais en période de crise aggravée, ça ne vous sauve pas la vie, c'est évident. Hein. Voilà. Et donc, bon, j'ai répondu un peu trop largement. Voilà, c'est ça. Hein, chacun peut le comprendre avec son bon sens. Voilà. Une autre question. Bonjour messieurs. Bonjour. En fait, messieurs. Je voulais dans un premier temps vous remercier pour tout le savoir que vous nous transmettez et notamment M. Soral pour le savoir, la connaissance et surtout la culture aussi que vous nous transmettez à travers les livres que vous incitez à lire, etc. Je vous signale que cette culture m'a été transmise par des gens. Absolument. J'ai eu la chance, moi, de connaître des gens qui avaient encore de la culture. Vous avez juste la chance de connaître l'homme qui a vu l'ours. Voilà. Parce qu'en réalité, ma petite culture est minuscule par rapport à mes professeurs des années 70-80 qui étaient tous au bord du suicide en 85 parce qu'ils sentaient que c'était en train de se perdre. Et moi, sans Michel Clouscar, sans des gens comme ça, je ne saurais rien. Et eux sont morts dans la misère et dans la solitude et inconnus de tous. Je tiens à le rappeler. Hein. Donc, imaginons ce que ça aurait été sans vous. Non, mais je veux dire, on est tous des transmetteurs. Il n'y a pas de. Bien sûr. Faut éviter, je veux dire, la mégalomanie, genre je suis un génie, etc. C'est pas ce que je suis. Non, mais je profite pour rebondir. En fait, j'ai la chance de m'être intéressé à des sujets dans les années 80, ce qui permet en 2010
de maîtriser un petit peu des trucs qui sinon seraient un peu perdus. Et de même qu'il y a des savoir-faire, il y a des forgerons qui ont des savoir-faire, etc. Et c'est une obligation morale de le transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la transmission est un truc essentiel. Oui. Hein, voilà. Et donc, je fais juste mon boulot. Il serait scandaleux que je ne le fasse pas. Et si ça fonctionne un peu, tant mieux. C'est ma rétribution. Voilà, vous êtes là, c'est tout. J'arrête là-dessus. Merci beaucoup de transmettre. Voilà. Merci beaucoup. Alors la question. La question, en fait, donc, s'adressait plutôt à Monsieur Soral. C'était une petite question, en fait, qui avait fait c'est un petit débat. Peut-être que ça va peut-être vous embêter d'en parler. En fait, ça concernait les vidéos mensuelles que vous faites. Les vidéos mensuelles que vous faites, en fait. Et donc, à un moment donné, vous avez parlé des jeux en e-sport, etc. Bon, il y a eu voilà, des choses. Bon, moi personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Hein, à la rigueur, je serais plus. Quelle est votre question? Voilà. Ma question, c'est de savoir, en fait, est-ce que derrière les jeux en e-sport, ce serait pas plutôt la télévision publique, la redevance, ce genre de choses, en fait, pas qu'il faudrait attaquer, mais je veux dire qu'il faut dénoncer, en fait, parce qu'ils nous ont imposé ça à la télévision, mais ce sont la télévision publique, en fait. Et je vais répondre à votre question parce que je vois le sujet. Oui. Moi, le problème de penser aujourd'hui uniquement de manière émotive, ce que nous apprennent les médias télévisuels, et ce qui est un travail de destruction, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de construire un raisonnement. D'ailleurs, quand on regardait les Américaines il y a 25 ans, elles ne savent que pousser des cris. On disait, c'est bizarre, elles sont hystériques. Et en fait, c'est un peu cette destruction de l'intelligence collective. Les Américains ont 20 ou 30 ans d'avance sur nous. Quand vous regardez une bande d'Américaines, vous voyez ce que c'est que le chemin vers lequel on va. C'est la destruction de ce qu'on appelle le logo, c'est ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire de pouvoir mettre des idées les unes derrière les autres pour faire un raisonnement. C'est pas comme ça. Vous voyez, c'est comme un morceau de musique, une mélodie, c'est des notes. Il n'y a que 7 notes, mais c'est des notes qui se succèdent. Si vous sortez une note séparément, ça fait un klaxon. Et pout, pout, pout. Mais quand vous mettez en ça fait pa, 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 pa. Là, ça devient Beethoven. Vous voyez, c'est pareil pour les idées. Une pensée, ce sont des idées en relation avec d'autres idées. Vous voyez, voilà. Et ben, le sujet, il est là. Quand je dis qu'il y a une arnaque de l'handisport, je n'attaque pas les handicapés, bien évidemment. Alors les gens disent, vous vous moquez des handicapés. Et j'ai reçu des menaces de mort d'handicapés. Les mecs, on va t'écraser avec notre fauteuil roulant. Et c'est une catastrophe. Parce qu'en réalité, ils n'ont plus les moyens, avec leur réaction émotionnelle et leur cerveau reptilien, de comprendre ce que je veux dire et de réagir à un raisonnement par un autre raisonnement. On est uniquement dans le signal réflexe des animaux primitifs où c'est j'aboie, tu me mords, enfin vous voyez les animaux préhistoriques. Et c'est une catastrophe parce que c'est la destruction de toute intelligence humaine et de toute civilisation où nous ne sommes plus que dans les réactions réflexes émotionnelles sur des signaux qui amènent au taureau qui fonce sur le truc rouge en comprenant pas qu'il est pris dans un spectacle ou s'il était malin, il rentrerait chez lui parce qu'il va mourir à la fin ou au mieux il encornerait le matador et pas le truc rouge, vous voyez. Le caméraman. On est vraiment dans un truc de l'abruti. Et moi, je répète bien, je n'ai pas du tout attaqué les handicapés. J'ai dit, voilà, on fait un spectacle avec des handicapés qui sont déjà ultra marginaux par rapport à la réalité du handicap au quotidien, qui sont des handicapés sportifs de haut niveau, ce qui est très ambigu. On en fait un spectacle télévisuel avec des sponsors, des machins, etc., pour nous faire croire qu'on est dans une société compassionnelle envers les handicapés. Alors que la réalité, c'est qu'on réduit les budgets, on les abandonne de plus en plus. Étant donné que la structure familiale s'écroule et que les budgets tombent, ils sont en fait de plus en plus dans la misère, dans la solitude, on leur ment en leur disant qu'ils ne sont pas handicapés mais différents. J'ai reçu des dizaines de messages d'handicapés qui m'ont dit vous avez totalement raison. Et moi je dis ce qui est tragique, c'est que quand on a eu le destin vous a fait perdre vos jambes. J'ai des amis qui ont eu des accidents de moto, je touche du bois, je fais de la moto, j'ai encore mes jambes, etc. Vous pouvez vous dire que dans une conception traditionnelle du monde, vous vous dites à la limite, j'exagère mais c'est pas bien. Dieu m'envoie un message, il m'a enlevé mes jambes. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avoir une vie intéressante? Et bien d'un seul coup, je me mets à lire des livres alors que quand j'avais des jambes, je lisais moins parce que j'étais mobile. Et d'un seul coup, je fais travailler un autre organe qui est, par exemple, je me mets à la musique. Ce qui est triste, c'est que quand on voit qu'un handicapé à qui on a enlevé ses jambes veut dire qu'à tout prix, il veut courir quand même au nom du struggle for life et du plaisir d'aller plus vite que l'autre, il est pris dans un piège libéral et dans une vulgarité, une stupidité qui n'est pas un exemple et qui est un mensonge. Et je dis que ce spectacle est un peu grotesque, le mec me fait de la peine, il est manipulé, et ce n'est pas la réalité du handicap. La réalité du handicap, c'est quand vous êtes fixé dans une chaise toute la journée, peut-être que vous pouvez d'un seul coup découvrir qu'il y a la voûte étoilée au-dessous de vous et vous cultivez en astronomie, alors qu'avant vous n'aviez pas le temps parce que vous couriez dans une estafette pour livrer des trucs toute la journée. C'est qu'il faut, le sens de la vie, c'est faire de ces souffrances quelque chose qui vous amène à vous élever. Or, tout ce spectacle du handisport amène à la laideur, à la bêtise, à la violence, à la compétition, c'est-à-dire à la brutalité. Et moi, j'ai ressenti intuitivement que ce spectacle était laid, qu'il n'était pas au service des handicapés, qu'il participait à la violence et à la laideur du monde libéral, et qu'en réalité, ça cachait
des tas de choses, notamment la souffrance des handicapés au quotidien, le fait qu'en réalité, on pousse les handicapés à se croire comme les autres pour les mettre dans le monde du travail comme les autres, et aussi pour de dire tu peux aller bosser quand même, etc. C'est-à-dire finalement à les recycler dans le système économique libéral, productif, etc. Et que c'était un ensemble de pièges, de mensonges, et que globalement ça produisait de la laideur. Et je dis, si ce spectacle, je le ressens comme laid, c'est qu'il est mensonger. Parce que je crois, moi, à l'identité du beau, du bien et du vrai. Et je me disais, quand on n'est pas soumis à la violence du système qui vous oblige à trouver ça beau et intéressant, alors que profondément ça ressemble au lancer de main ou à Frix. Quand vous voyez des types en train de courir avec des fauteuils roulants à toute vitesse, ou des aveugles courir et de voir que celui qui gagne, c'est celui qui rate pas le virage et qui finit pas dans la tribune, et qu'elle a fait la fille qui gagne à la fin dit j'ai battu Usain Bolt, j'ai fait mieux qu'Usain Bolt, et qu'après elle est invitée par le président de la République, alors que 3 mois après elle est à nouveau dans l'anonymat total, et en fait elle court moins vite que moi, mais simplement elle a que 2 à chaque œil, je veux dire, et qu'il y a quelqu'un qui court à côté d'elle, qui court aussi vite qu'elle en orange, qui lui est invalide. On est dans le n'importe quoi total, on se moque des handicapés, on nous arnaque, et derrière il y a des gens qui font du pognon. Et ce pognon n'est pas partagé et ne retourne pas aux handicapés. Cette oligarchie, le téléthon, le machin, c'est toujours ces gens qui jouent sur votre côté compassionnel du petit peuple, car le petit peuple est compassionnel, pour vous tirer des larmes et vous tirer du pognon, alors qu'en fait, ils vous manipulent, ils vous baisent. Et en général, en se servant d'un handicapé, d'un juif, d'un arabe, d'un noir, vous voyez, toujours pareil, d'une minorité soi-disant opprimée, avec quelqu'un qui ne représente pas cette communauté, des gens qui usurpent une représentation, des idiots utiles qui, eux, peut-être touchent un petit bénéfice, parce que pour le champion de cul-de-jatte de saut en longueur handicapé, peut-être que lui, il va avoir 2-3 petites gratifications, une invitation, 2-3 sponsors. Mais vous pensez vraiment que le dessin d'un cul-de-jatte, c'est de faire du saut en longueur ? C'est quand même... Or, on a bien vu du saut en longueur de cul-de-jatte. Je veux dire, sur la 2... Pas sur une chaîne pour handicapés, sur la 2, en nous disant, avec le crétin, le commentateur sportif droit de l'homiste, qui d'ailleurs, tout en étant pour la mondialisation et les bisous, etc., fait quand même systématiquement l'apologie de gens qui se battent pour le drapeau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fascisme, quand ils réfléchissent bien à leur propre idéologie. Donc dans des contradictions profondes. Parce que finalement, le sport, c'est un substitut de la guerre pour la nation. Donc finalement, c'est le contraire même de l'idéologie de gauche qu'on nous vend. Parce que normalement, ça devrait être un spectacle malsain. D'ailleurs, de Coubertin était d'extrême droite, il faut le savoir, tout ça. Et donc, on a une addition de stupidité que j'ai essayé de dénoncer par une analyse. Alors évidemment, au début, je fais une provocation, je dis, le handisport, c'est moche. Alors évidemment, c'est pour susciter l'attention, mais après, je construis un raisonnement. Et ce qui est tragique, c'est de voir à quel point beaucoup de gens sont passés à côté de ce raisonnement. Très peu d'handicapés en réalité, j'ai plein de lettres, et ceux qui m'ont le plus agressé, c'est ceux qui ont un fromage handicapé, c'est-à-dire des mecs qui ne sont pas forcément handicapés toujours, mais par contre qui ont une association qui touche des subventions, une salle. Et moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, en réalité, tout ça est un business, comme toujours, c'est une arnaque. Et comme on ne veut pas rentrer dans le débat, les gens m'insultent et me disent que j'ai insulté les handicapés et qui me menacent. Et on est toujours pareil, que ce soit sur l'antiracisme, etc. On est toujours dans ce truc émotionnel. C'est bon, j'ai entendu tes insultes, quelle est ta réponse, quel est ton raisonnement? C'est ça qu'il faut dire. Une fois que tu m'as insulté, que tu m'as menacé, qu'est-ce que tu as à dire à ce que j'ai dit? Et là, on voit que d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et c'est pas pour rien que je suis plus invité nulle part, hein, vous le savez. C'est parce que, vous voyez, je dis, on va discuter sérieusement des sujets, et là, j'ai plus d'adversaires, que des injures et des menaces, toujours procès, etc., etc. Et donc, pour répondre à votre sujet, le vrai sujet, c'est pas l'handicapé, c'est que sur quelconque sujet où on critique l'idéologie dominante qui manipule en général des minorités, les femmes, les homosexuels. On est en train de créer une haine des homos en France par l'histoire du mariage pour tous, alors que les homos ne l'ont pas demandé. Hein. En ce moment, on est en train de créer de l'homophobie de toutes pièces. Hein. Voilà, alors qu'il y en avait très peu en France. Pas un pays homophobe de tradition. Donc l'idée, c'est par rapport à un sujet qui est en général une manipulation, quand ça passe en prime time sur la 2 et que c'est en couverture dans Paris Match, c'est qu'il y a un gros projet derrière d'idéologie dominante, ça s'appelle, de manipulation de masse. Le travail, c'est qu'est-ce que ça veut dire réellement, de faire un travail de décryptage. Hein, c'est ça que je dis. Et pour vous empêcher de faire ce travail de décryptage, on vous insulte, on vous menace, et on vous traite en général de nazis, de fascistes, de racistes, etc. Et donc, la réponse, elle est là. C'est parce que je m'intéresse réellement à ce que c'est que les handicapés dans la société que j'ai lancé ce débat. Et je me suis dit, quand je vais lancer ce débat, je vais en prendre plein la gueule, ce qui était évident. Et les meilleurs soutiens que j'ai eus, c'est par des handicapés qui m'ont dit, nous, on est handicapés réellement, vous avez globalement raison, et on est content que vous osiez le dire. Voilà. J'ai fini sur cette question. Bonsoir messieurs, ça fait un moment, une dizaine d'années, je pense que je lis vos livres. Et depuis quelques années, je pense peut-être 4 ans, enfin en tout cas dans les livres et dans les interviews, vous abordez plus le côté spirituel de la chose. Personnellement, en tant que croyant, je suis intéressé par savoir quel événement, est-ce que c'est une lecture, une rencontre, un événement dans vos vies, enfin je ne sais pas, peut-être Imran Hossein, qui fait que maintenant dans vos démonstrations, vous incluez la partie spirituelle
dans l'explication globale du système de domination, etc. Je vous signale que cette question, c'est totalement valable pour Pierre aussi, qui est un catholique croyant, spécialiste des anges, je crois, qui est une réalité dans le catholicisme, hein, il faut le savoir. C'est pas les anges gardiens existent dans la théologie catholique, même si on en parle beaucoup moins. Moi simplement, l'idée, c'est quand une analyse rationnelle devient totalement cohérente avec on va dire, une vision spirituelle. C'est intéressant de voir que qu'on prenne le chemin de la raison ou le chemin de la foi, on arrive au même moment, au même endroit. Et les périodes où sans doute ces deux chemins se rejoignent sont sans doute des moments un peu que les Grecs appellent de kairos, hein, des moments un peu magiques, des moments un peu exceptionnels. Et moi, dans un premier temps, je le fais remarquer. J'ai pas eu de sursaut de foi spécialement. Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé dans les valeurs du catholicisme. Et quoi que je dise, je suis fait de ça. C'est-à-dire que la question du Christ, les évangiles, je l'ai dit, je suis un helléno-chrétien. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que Français élevé dans l'humanisme français, on a le doute grec, hein, le côté cartésien, et la compassion chrétienne, et cette aspiration vers l'élévation, la transcendance. Et on est à peu près tous faits de ça, hein, ma génération en tout cas, parce que c'est les humanités, c'est notre éducation. Le doute grec et la compassion chrétienne, c'est notre truc. Donc moi, j'essaie toujours de montrer que, parce que nos ennemis opposent beaucoup la raison, on voit bien la laïcité, le baratin des laïcards, qui est une religion. J'ai bien démontré dans mon livre que la laïcité est une religion. Ce n'est pas du tout la rationalité en acte. Le projet aujourd'hui maçonnique, et le progressisme aujourd'hui n'est pas un travail qui correspond à la rationalité d'essais et d'erreurs et de correction. C'est un projet tout fait, qui est une vision du monde totalement, je dirais, même totalitaire et totalement presque magique, et une marche forcée vers cette vision du monde, quelles que soient, comment dirais-je, les réactions d'opposition du réel. Donc on voit bien aujourd'hui que finalement, on a un monde qui prétend être habité par la raison, qui s'appelle Monsieur Payon, qui est en réalité une religion la plus agressive de toutes, puisque c'est la religion d'État et c'est la religion du pouvoir. Finalement, les catholiques doutent beaucoup plus que les laïcards. Ils sont d'ailleurs beaucoup moins agressifs et beaucoup moins violents. Et moi, ça m'intéresse aujourd'hui de dire que la raison bien comprise nous amène loin finalement de ce dictat maçonnique. Et finalement, cette raison bien comprise amène finalement au même constat que la pensée traditionnelle religieuse. Et on se dit peut-être finalement, dans les religions, il y a un bon sens de la longue durée, effectivement, des règles de respect, d'humilité, etc., de modestie, antiprométhéenne, etc. Et je me dis, quand c'est validé à la fois par une analyse rationnelle des dysfonctionnements du monde de la raison, et qu'en même temps ça correspond à des visions, c'est-à-dire effectivement de l'Apocalypse de Jean, dont Pierre est un spécialiste, ou comment dirais-je, les hadiths prophétiques tels qu'en parle Shekim Ramosen dans le Coran. Je me dis, c'est très intéressant et ça mérite d'être signalé, d'autant plus que ça permet de réconcilier deux populations que le système veut opposer à tout prix, les gens de la foi et les gens de la raison. Finalement, les gens de la foi et les gens de la raison peuvent se réconcilier aujourd'hui sur le bon sens, hein, sur des constats de bon sens et sur l'évidence du dysfonctionnement de la société actuelle telle qu'on nous la vend. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu. Donc je n'ai pas eu de crise de foi. J'ai toujours été dans l'éducation chrétienne et je me dis que finalement, le Christ est aussi un grand politique. Vous voyez, quand il critique au nom de la parole du Père, mais en même temps, la manière dont il critique le Sanhédrin et son époque, c'est aussi un message politique totalement valide que pourrait valider, je dirais, à Mélenchon s'il n'était pas maçon du Grand Orient. Et en réalité, à mon avis, pas si de gauche que ça, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Qui veut compléter ? C'est aussi, excusez-moi, une manière aussi de tendre la main aux musulmans, qui sont des gens qui sont beaucoup plus dans la foi que nous, qui avons une religion qui est plus ancienne et qui donc a été plus touchée par le rationalisme marchand, etc. Et de dire aussi aux musulmans, votre manière de vouloir vivre selon votre foi rejoint ce que j'appelle moi la droite des valeurs. Et finalement, les valeurs du Coran, même si on dit qu'elles sont dictées par Dieu à son prophète, sont d'un point de vue de la morale et du bon sens des choses que je valide totalement sans même avoir besoin de croire en Dieu. Le respect du père, la critique de l'usure, le refus du vol, etc. C'est-à-dire que, je le dis pour les musulmans qui sont là, quand je lis le Coran, je ne parle pas des hadiths, qui sont très sujets à caution, hein, mais quand on lit le Coran, il n'y a rien dans le Coran que je trouve contraire aux valeurs saines de l'humanité bien comprises. Voilà. Selon la gauche du travail, ça fonctionne bien. Selon la droite des valeurs, ça fonctionne aussi. En réalité, nous pouvons tous nous réconcilier, quelle que soit notre religion et notre origine sociale, si nous adhérons à ces valeurs à minima, qui sont finalement relativement universelles quand on s'intéresse aux valeurs chez les Indiens d'Amérique, chez les sociétés africaines, etc.
Voilà pour voilà. Donc c'est pas une crise de foi. Hein. Bonsoir, je m'appelle, j'ai 30 ans, je suis étudiant et puis artisan en maçonnerie aussi. Je ne peux pas prendre le micro sans exprimer aussi ma gratitude, en particulier pour Alain Soral, que je suis depuis 3 ans et qui a grandement rempli ma bibliothèque. En fait, moi, ma question s'adresse est pour vous deux et ça concerne en particulier les forces de l'ordre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de télé depuis 10 ans. Je me renseigne que par Internet et les bouquins. Donc je pense que maintenant, j'ai compris pas mal de trucs au niveau mécanisme de l'Empire qui reviennent tout le temps, etc., etc. Je fais mon petit devoir d'information autour de moi, machin. Par contre, par exemple, au mouvement des indignés de Wall Street, j'ai entendu dire que les policiers avaient reçu beaucoup d'argent supplémentaire pour justement que la manifestation se résorbe la plus vite possible. En tout cas, ils avaient plus de moyens pour... Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez vérifié ça et je voulais savoir si vous le vérifiez aussi en France. Parce que moi, je fais pas mal de manifs aussi en France. J'en ai fait en région parisienne aussi, à Lyon aussi. Et c'est vraiment de pire en pire. Et puis en plus, même sans rentrer dans la violence, ils ont toutes les techniques. Enfin, des flics qui sont en civil, qui passent pour des violents devant les caméras, qui nous discréditent nos raisons, etc., etc. Donc, enfin, c'est pas le but d'être éduqué. Bon, c'est déjà le premier pas, etc., etc. Mais après, c'est difficile de contrer ça. Et par rapport à Alain Soral, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à votre dernier entretien, vous avez dit ça bouge dans les forces de l'ordre et je voulais savoir ce que vous entendiez par là. Donc la question à M. Jovanovic, c'est est-ce que vous observez ça en France? Et à M. Soral, c'est qu'est-ce que vous entendiez par là, ça bouge dans les forces de l'ordre? Est-ce que, moi, mon espoir, c'est est-ce qu'il y en a qui pourraient, au lieu de nous taper dessus, se mettre de notre côté un peu de temps en temps, quoi, en gros? Alors, je vais essayer de répondre très brièvement et très factuellement. La JP Morgan, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a offert à la police de New York, ou New York PD, Police Department, 5 millions de dollars pour ses bonnes œuvres. Grosso modo, 1 an et demi, juste avant en fait, le mouvement, avant que le mouvement des indignés de Wall Street devienne extrêmement important. La police de New York, remarquez-le, a accepté ces 5 millions de dollars. Bon, c'est intéressant, rien en soi. D'autres banques, je pense que Goldman Sachs a dû faire des comment dire, des offres, des cadeaux plutôt pour leur voilà, mais c'est des sommes moindres. En revanche, en France, si les banques comme la Société Générale, BNP, etc. Ne financent pas, du moins pas pour le moment, directement la police nationale, on sait que beaucoup d'enquêteurs finissent dans les services de sécurité, que ce soit de la BNP, de la Société Générale, ou du GIE, surtout GIE, carte bancaire. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, et pour clore ma réponse, à l'Assemblée nationale, vous devez savoir que c'est justement le groupement des députés qui s'occupe des questions bancaires qui est le plus demandé au standard téléphonique de l'Assemblée. Voilà. Donc ceci vous dit tout. C'est-à-dire que ce sont les députés qui s'occupent des affaires bancaires qui sont le plus demandés. Les autres matières n'intéressent absolument pas les gens à Paris, enfin du moins les cabinets d'avocats. Ouais, pour compléter par rapport à la question, c'est pas pour rien que je m'amuse quand je fais mes vidéos du mois à porter tantôt le maillot du RAID, tantôt un maillot de la gendarmerie. C'est parce que ces tenues réglementaires me sont offertes par des policiers, des gendarmes. Les policiers, les gendarmes sont des fonctionnaires de l'État français qui ont été élevés dans l'esprit de la République telle qu'on nous l'a apprise et qui a des qualités et qui a sans doute existé. La dernière fois, sans doute, c'est sous De Gaulle, où ça a quand même pas mal existé. Je me souviens, moi, de mon enfance en banlieue parisienne dans les années 60. La République française existait vraiment. C'est un autre sujet, mais c'est incroyable, comme c'est très très loin de nous. Il y a eu mai 68 qui est passé entre-temps, mais la France était une république sociale assez certainement dans les années 60. Et ces policiers, ces gendarmes, qui sont des patriotes français, souvent, issus du petit peuple de France, comme je l'ai dit, vous voyez beaucoup de Gaulois, et aujourd'hui beaucoup de Français d'origine immigrée, qui intègrent la police, l'armée, etc. Ils ont une grande conscience de la situation, parce qu'ils sont au contact. Ils voient les sales boulots qu'on leur fait faire,
Ils voient aussi que leurs conditions de travail se dégradent. Ils voient qu'ils sont envoyés au casse-pipe et pas soutenus par leur hiérarchie. Ils voient le mensonge de leurs ministres. Ils voient le mensonge aussi des préfets, des sous-préfets, de ces élites qui sont systématiquement maçonniques, corrompues, etc. Donc les policiers, les gendarmes de base, et même parfois d'ailleurs jusqu'à un certain grade, ont conscience de l'écroulement de la France, de la trahison des élites, du courage et de la pertinence que représente le travail qu'on fait, et m'envoient très souvent des messages en disant, et comme les CRS aussi, parce que comme en plus ils sont en caserne, etc., ils sont très politisés, contrairement à ce qu'on croit, alors ils regardent les vidéos, etc. Donc tout à l'heure, quand j'ai pris le train, le contrôleur, mon garde du corps le confirmera, le contrôleur qui a contrôlé mon billet a tenu à faire une photo quenelle avec moi. Et ça arrive tout le temps. Donc j'avais dit ça chez Tadei une fois, personne n'avait compris. Je disais, ce qui est très important dans une période de trouble, c'est l'attitude de ce que j'appelle les corps constitués. Si en France, j'aime bien prendre ces exemples parce que ça emmerde certains, si en France, pendant la politique de collaboration, 85% des Juifs de France ont échappé aux lois de Vichy, c'est parce que la police, avant d'aller les arrêter, les prévenait la veille, etc., faisait exprès de se tromper d'étage, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on peut avoir l'espoir dans la conscience citoyenne, la conscience morale des corps constitués, c'est-à-dire policiers, gendarmes, etc. Il n'y a pas que des salauds là-dedans. Et c'est d'ailleurs une vision gauchiste assez agaçante, qui était très années 70, de montrer systématiquement que les flics sont nos tortionnaires, des salauds, des argentins, alors que souvent c'est le petit peuple de France, et que les gauchistes qui les montraient du doigt étaient des fils à papa, qui aujourd'hui d'ailleurs travaillent dans la pub ou chez Goldman Sachs, et regardent Canal+. J'ai plus de respect, c'est ce que disait Pasolini, il disait en 68, j'ai plus de respect pour un CRS fils de paysan que pour un étudiant protestataire fils de notaire. Hein. C'était une phrase de Pier Paolo Pasolini, et elle était assez subversive. Voilà. Donc l'espoir, souvent, je veux dire, une révolution c'est quoi ? C'est quand un petit pouvoir, le pouvoir c'est toujours 1% de la population, vous le sachiez. J'ai étudié dans toutes les sociétés, brahmanisme hindou, chez tout ce que vous voulez, le pouvoir c'est 1% de gens qui en dominent 99%. L'aristocratie française a régné sur la France pendant 1000 ans en étant 1% de la population. Donc les imbéciles qui vous disent c'est délirant votre idée de penser qu'une petite communauté qui ne fait qu'1% de la population française a le pouvoir en France, non, c'est même une démonstration. Pour pouvoir avoir le pouvoir, il faut être un groupe organisé de 1%. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes fragile en réalité. Il n'y a rien de plus inefficace en pouvoir que les masses désorganisées. Elles sont faites pour être manipulées et sacrifiées. Hein. En réalité, le pouvoir, c'est les petits groupes. Et quand le petit groupe de 1% organisé a la masse qui se révolte contre elle, c'est le début de la révolution. Quand est-ce qu'une révolution devient effective ? C'est quand la police et l'armée qui est convoquée par l'oligarchie de 1% pour tirer sur la foule, cette police et cette armée qui fait partie du peuple au niveau de son origine de classe, et se met du côté des gens du petit peuple contre les élites oligarchiques. Ça s'appelle le moment de la révolution. C'est le moment où le policier, ou le CRS, ou le militaire qui était venu tirer sur la foule, ordre donné par l'oligarchie, rejoint les manifestants. Et ben c'est exactement ça qu'il faut espérer un jour, c'est que les forces de maintien de l'ordre qui ont conscience de la crise et qui ont une conscience morale, parce qu'elles croient à la République authentique et qu'elles voient qu'aujourd'hui, la République authentique est plutôt incarnée par des gens comme nous que par les animateurs de Canal+, et les politiques, etc., etc. Au moment où on leur dira « allez arrêter Soral » ou « allez taper sur les manifestants », et on le voit aujourd'hui, je crois, en Italie, où les policiers ont défilé du côté des manifestants, on l'a vu en Grèce, etc. Ce sont des signes très révolutionnaires. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de révolution. Pour qu'il y ait une révolution, il faut que les forces de maintien de l'ordre, qui sont d'abord l'armée, puis la police, en France il y a police et gendarmerie, basculent du côté du petit peuple en colère. C'est ça le moment clé d'une révolution. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de révolution. Alors après, évidemment, on peut être échaudé avec les révolutions de Jasmin, où dans un premier temps, l'armée bascule du côté des gens en colère, et puis on découvre que finalement, dans un troisième temps, il se passe des trucs un peu moins beaux que ce qu'on aurait rêvé. Mais dans un premier temps, effectivement, le Ben Ali et le Moubarak, le Ben Ali, il se taille, et le Moubarak, il se retrouve en prison. Et c'est pour ça que moi, au lieu de faire du gauchisme et d'insulter les forces de l'ordre, les gendarmes, etc., quand je me suis fait chasser, je le raconte souvent, quand M. Descoings, sur lequel on peut cracher aujourd'hui, parce que plus personne ne peut défendre sa mémoire, y compris ses propres copains, m'a fait expulser de Sciences Po où j'étais invité. Les huit flics qui sont arrivés armés de tonfa pour me sortir, pendant qu'ils me sortaient de façon totalement illégale et injuste de Sciences Po, m'ont dit à l'oreille, deux m'ont dit « Monsieur Soral, on fait ça, mais on est avec vous ». Ce qui n'est pas si mal. Alors évidemment, j'aurais pu leur dire « Connard, à ce moment-là, repose-moi par terre », etc. Mais on comprend bien que le type, c'est un salarié, c'est un petit gars qui a une femme et des gosses, il a peur de foutre sa petite vie en l'air. Mais c'est un signe de prise de conscience, etc. Il ne faut pas perdre espoir.
les gendarmes et les policiers en France sont des gens qui appartiennent au peuple, ils souffrent, ils sont très mal payés, ils sont humiliés, méprisés, etc. Ils ont conscience de la réalité, souvent ils sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on croit, et très lucides, comme le sont les patrons de bistrot, les chauffeurs de taxi, parce qu'ils sont au contact du réel, ils sont au contact de la misère, ils sont au contact de la banlieue, ils savent beaucoup plus que les journalistes menteurs, ils en souffrent, et je vous le dis, beaucoup sont avec nous, voilà, même si ils sont discrets, effectivement, parce qu'ils ont le problème de la perte d'emploi. Donc voilà, je crois, la réponse à votre question. Enfin, j'ajouterais juste un point qui est intéressant, ça concerne l'aristocratie française, les deux, hein, tous ceux qui ont une particule. Et vous observerez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais que les deux héritiers, enfin, du moins ceux qui prétendent être les deux héritiers du trône de France, sont tous les deux banquiers. Donc c'est quand même assez symbolique. Hein, je trouve ça absolument sidérant de voir que je crois que c'est Louis XX, qui a épousé effectivement une héritière vénézuélienne propriétaire d'une banque, et vous avez, je crois, la famille d'Orléans qui, elle, se trouve à la JP Morgan. Alors que traditionnellement, le roi de France était un guerrier valeureux, issu oui. Il y avait les laboratores, les oratores et les bellatores. Vous voyez, normalement, un aristocrate digne de ce nom est quelqu'un qui porte l'épée et dont la fonction première est de protéger le paysan pour qu'il puisse nourrir et le prêtre pour qu'il puisse éduquer et soigner. C'était ça, la tripartition fonctionnelle qui a été détruite progressivement, notamment par la cour de Louis XIV, et qui fait qu'à un moment donné, les aristocrates ont perdu leur pouvoir car ils ne remplissaient plus aucune fonction. Et qu'il y a toujours un lien entre l'existence politique et la fonctionnalité, même s'il y a un décalage entre les deux. Quand vous ne servez plus à rien, que vous êtes un pur parasite, il faut un certain temps, mais vous finirez par être chassé de votre position sociale. Et en fait, aujourd'hui, on peut parler effectivement de la finance purement parasite, qui effectivement a une fonction antisociale et parasitaire totale, et il faudra un certain temps, mais sans doute à un moment donné, sera chassé de la communauté humaine et de sa position dominante. Hein. C'est une question de temps. Et là, on est effectivement dans une attente qui est toujours plus longue que ce qu'on croit, parce qu'en réalité, ça c'est un constat qu'on fait quand on vieillit, c'est qu'on a bien compris la logique, mais comme on n'a qu'une vie d'homme assez courte, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Ça va toujours beaucoup plus lentement que prévu, ce qui est d'ailleurs un peu emmerdant, parce que je vous parlais tout à l'heure des histoires de pourrissement. On est dans une situation qu'on a bien évaluée, où on va droit dans le mur, mais on n'y va pas si vite que ça, et le mur est long à venir, je veux dire. Et c'est vrai que moi, ça fait des années, toi aussi, que tu tires la sonnette d'alarme, et ça vient très lentement. Et malheureusement, il faut vivre chaque jour, etc. etc. Mais c'est bon, pour conclure, effectivement, quand on voit que les rois sont aujourd'hui banquiers et que on envoie les policiers, on ne les paye plus, on leur demande de poursuivre les voyous à vélo, et qu'on les en autostop. Ou en autostop. Et surtout que quand on leur demande d'intervenir et qu'il y a une bavure parce qu'ils sont obligés de sauver leur peau, on les lâche pour des raisons d'opinion publique et on les envoie après les envoyer au casse-pipe, on les sacrifie. On voit bien que toute cette société est globalement, le mot est clair, c'est dysfonctionnel. Et une société dysfonctionnelle ne peut pas perdurer très longtemps. Parce qu'en dernière instance, le monde est réel. Vous voyez, c'est l'éternel retour du concret. Il ne peut exister que des choses majoritairement fonctionnelle. La société soviétique s'est effondrée car elle était devenue totalement dysfonctionnelle. Et ça, c'est une clé d'espoir. Notre société aujourd'hui, quand on enlève le mensonge, l'habillage médiatique, la verroterie technologique, etc., est globalement totalement dysfonctionnelle. Et donc, c'est une question de temps pour qu'elle s'effondre et soit remplacée par une autre qui sera plus fonctionnelle. Hein. Mais malheureusement, est-ce que ça va prendre 2 ans, 10 ans, 20 ans ? Je crois d'ailleurs que ça s'accélère de plus en plus et que ça ne sera pas 20 ans. Hein. Je pense que ça ne peut pas tenir 20 ans. Mais effectivement, on aimerait que ça aille plus vite. Et moi, ça fait longtemps que je ronge mon frein. Et donc, le message, c'est rongez votre frein intelligemment, c'est-à-dire cultivez-vous et organisez-vous, parce qu'effectivement, les gens qui ont attendu le grand soir pour demain ont souvent été déçus. Et c'est souvent ceux que vous retrouvez dans le camp d'en face. Hein. Tous les révolutionnaires qui vous ont parlé de grand soir pendant des années, vous les retrouvez au MEDEF. C'est du Mélenchon. Hein. Voilà. Donc, soyons modestes finalement et ayons le sens pratique. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs que des mecs comme Mélenchon ne savent rien faire. Tous ces politiques professionnels sont des purs parasites. Hein, je sais que Depardieu avait créé 55 emplois, pour parler de lui. Jean-Marc Ayrault est un prof d'allemand qui n'a jamais enseigné, professionnel de la franc-maçonnerie, professionnel de la politique. Il n'a jamais rien produit, lui. Il n'a jamais créé un emploi, jamais créé de richesse. Depardieu, finalement, incarne plus la France que Ayrault. Et quand c'est Depardieu qui part en Russie et pas Ayrault, ça veut dire aussi qu'on est dans une période très dysfonctionnelle. Vous avez quand même remarqué que notre Premier ministre, M. Ayrault, est allé encourager les industriels français à délocaliser au Maroc. Colocalisation, en effet, c'est un nouveau mot qui nous est inventé. Donc c'est la trahison totale, quoi. Oui, et puis le mensonge systématique, c'est Mittal avec ce pauvre Montebourg qu'on a mis là pour qu'il se casse la gueule en réalité parce qu'il a quelques talents.
voilà, on est dans le grotesque permanent. Hein, voilà. C'est Mittal, non. Le mariage pour tous, oui. C'est l'urgence, quoi. Voilà. Bonsoir messieurs. Alors une petite question pour Monsieur Jovanovic. Quelle est votre position vis-à-vis de l'islam? Ma position est très claire. Enfin, vous savez, j'ai écrit la biographie de l'archange Gabriel, au cas où cela vous aurait échappé. Donc j'ai été obligé de travailler sur beaucoup de textes sur l'origine du Coran, notamment. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne partage pas du tout l'opinion d'Alain. Je pense qu'on va au clash parce qu'il est organisé. Là-dessus, je suis d'accord avec Alain. Nous allons au clash entre l'islam et le reste de la population. C'est, comment dire, une tension parce que d'après tous les témoignages, notamment de tous les lecteurs qui m'écrivent, qui ne sont pas forcément, eux, égalité et réconciliation, donc j'ai vraiment des lecteurs de toute la France et même d'ailleurs, mais surtout en France, beaucoup me disent qu'effectivement, aujourd'hui, indépendamment du fait que le gouvernement est en train de se servir de l'islam pour les monter contre les catholiques, comme l'a montré Alain si bien, je pense que effectivement, là, ça c'est un plan qui va marcher à fond. Ça réussira à 100%. Excuse-moi de te dire que je suis d'accord avec toi relativement, c'est qu'on manipule toujours des choses manipulables, hein, et il n'y a jamais d'absurdité. C'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une population qui a été transplantée en France, qui a eu longtemps un problème identitaire et qui a retrouvé une fierté identitaire par rapport à la seule chose dont elle pouvait être fière, qui est l'islam, qui est à la fois une religion, mais aussi une épopée historique et impériale, et que malheureusement, effectivement, nous, on a les musulmans d'égalité et réconciliation qui comprennent les pièges, qui tendent la main aux catholiques, qui se sentent français, etc. Mais il y a effectivement aussi toute une partie de musulmans qui conçoivent leur présence en France comme une vengeance de l'empire colonial français et de la France colonisatrice, qui pensent que leur destin est d'imposer la charia telle qu'ils la comprennent, c'est-à-dire la loi islamique partout où ils sont. Cette réalité existe aussi. Il faut oublier que si le système se sert des musulmans contre nous, c'est qu'aussi on ne manipule que ce qui est manipulable, comme on ne domine ce qui est dominable. C'est une réalité. Donc moi, j'ai la version généreuse et la version, comment dirais-je, d'espoir qui correspond aux musulmans que je connais et aux musulmans que je fréquente, qui sont les musulmans qui sont sur un peu la sensibilité, égalité et réconciliation. Mais je ne nie pas qu'il y a aussi, je les ai eus face à moi d'ailleurs avec Gamal Abina, avec Sirat Aliza, des musulmans qui sont venus m'agresser et qui m'ont dit de toute façon ça sera la charia ou rien, t'essayes de nous récupérer, etc. Il y a effectivement des tensions entre la France, on va dire, cette France républicaine, de chrétienne laïcisée, et des gens réislamisés, qui sont souvent des jeunes, où s'additionne d'ailleurs une colère sociale, une réislamisation rapide. On sait toujours que les gens qui retournent à leur religion sont toujours plus extrêmes et plus radicaux que ceux qui la pratiquent depuis longtemps. C'est aussi l'histoire des convertis, qui sont toujours plus radicaux. Et cette réalité existe. Moi, ce que je veux, c'est ne pas être fataliste et pas dire ça va mal finir. Je dis en réalité que l'histoire n'est pas écrite, et qu'en fait ça finira bien ou mal en fonction des actions des hommes, et que le destin moral d'un homme politique conscient qui fait une analyse sérieuse, c'est de ne pas aller au bain de sang en poussant, c'est-à-dire de vivre ce qui s'est déjà passé, je vous signale, en Bosnie, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce qui s'est passé aussi en Tchétchénie, ce qui s'est passé au Liban de 1975 pendant 25 ans, et ce qui se passe en ce moment en Syrie. Parce que quand on regarde ces expériences, moi je reviens du Liban, comme vous le savez, les Libanais que je fréquente sont tous sur ma ligne, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, parce que le conflit de civilisation, la guerre civile religieuse, qui leur a été beaucoup d'ailleurs aidé par le voisin sioniste perfide, ils savent que ça leur a tous nui, que personne n'a gagné. Quand dans un conflit, tout le monde est perdant, on a d'autant plus de raisons de discuter et de trouver une autre solution. Et moi, ce que je dis, c'est que la guerre civile en France entre musulmans et catholiques, quelle que soit la colère, pas catholique d'ailleurs, parce que les catholiques intégristes sont beaucoup moins anti-musulmans que les faux catholiques, et que ceux qui se plaignent que les églises sont vides, mais ils ne sont jamais allés à la messe. Parce que c'est ça la réalité, si vous trouvez que les églises sont vides, allez-y. Hein. Mais moi je vois que les types qui disent oui, il y a plein de gens dans les mosquées, il n'y a personne dans les églises. Je dis, tu n'as jamais foutu les pieds dans ta propre église, donc ne te plains pas. Les églises traditionnelles sont pleines, c'est-à-dire que le vrai catholicisme attire des croyants. Et puis en dernière instance, moi ça m'arrange plutôt de voir un jeune aller à la mosquée, plutôt que d'adhérer à l'idéologie nique ta mère, qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui est l'agression symbolique sur l'interdit de l'inceste, sur le respect des ascendants, etc. Comme je l'ai expliqué moi, ça a souvent été mal compris parce que c'est de la sociologie. Je pense que l'assimilation d'un Français d'origine immigrée de confession musulmane à la France républicaine passe de toute façon par une médiation de fierté identitaire. C'est même une médiation nécessaire. Il faut être fier de soi et fier de ses ancêtres pour pouvoir accepter finalement sa nouvelle nationalité. S'il n'y a pas cette médiation,
c'est une souffrance, c'est une violence, et ce n'est pas acceptable. Et moi, je sais que si les générations d'avant n'ont pas eu de problème pour être fiers d'être français, c'est qu'ils étaient avant fiers d'être italiens, fiers d'être polonais, etc. Or, il a été très difficile à un moment donné pour des gens d'être fiers de quoi que ce soit entre la tour Yuri Gagarin, le McDonald's et je sais pas quoi, le club Léo Lagrange. On était avec en plus des HLM sans architecture. Il faut voir ce que c'est que les banlieues. C'est des lieux scientifiques, de production, d'associaux. Et ce n'est pas parce qu'il y a une fatalité raciale ou religieuse. Vous mettez n'importe qui dans ces conditions-là, vous en faites des asociaux. Ce sont des villes qui n'existent pas. En fait, ce sont des espèces de... C'est comme quand on met une souris sur du carrelage blanc pendant 3 semaines, elle devient folle. Vous voyez, c'est pareil. Et c'était un peu ça les banlieues, je le sais, j'en viens. Hein. Voilà. Donc moi, je suis dans un optimisme qui est une main tendue mais ferme. Je parle des islamo-racailles, je parle des islamo-sionistes, je suis pro-Assad en Syrie, hein, parce que je vois le piège tendu. Je ne m'extasie pas devant les égorgeurs d'Al-Qaïda, d'ailleurs payés par la bande à Bernard-Henri Lévy. En fait, on a les moyens de faire toutes ces analyses. Et je dis en plus, en dernière instance, que je le sais que le musulman respecte celui qui se respecte lui-même et qui a une certaine virilité. J'ai horreur des connards qui disent « Mais moi, je ne suis pas raciste, j'aime bien les musulmans ». On s'en fout. Je veux dire, on n'a pas à faire la phrase pour l'autre. Moi, je dis que quand un Français se présente de façon digne face à n'importe qui, c'est-à-dire incarne la tradition, je ne sais pas, Éric Tabarly, etc., et ne ressemble pas effectivement à Sarkozy ou à Bernard-Henri Lévy, je dis à ce moment-là, il se fait respecter par tout le monde, y compris par le jeune de banlieue musulman. Je l'ai vérifié systématiquement, puisque toutes mes réunions depuis 10 ans, contrairement à toi, toutes mes réunions publiques ont en général comme composition sociale un tiers de gens qui viennent du Front National, un tiers de gens qui viennent de l'extrême gauche, un tiers de gens qui viennent de l'immigration musulmane. Il n'y a jamais eu une bagarre dans mes réunions, alors que c'est très facile avec des provocateurs, etc. Ça n'est jamais arrivé, parce qu'en réalité, il y a ici le peuple de France. Et ce peuple de France est le meilleur peuple de France. Et c'est ce qui fait que la France est un très grand pays, un pays qui est capable de faire de n'importe qui arrive en 20 ans quelqu'un qui aime la France plus que tout au monde. Ça existait jusqu'à hier, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas demain. Aujourd'hui, ça n'existe pas, car nous avons à la tête du pays des anti-français qui détestent la France, qui n'en sont pas et qui ne l'incarnent pas. Je ne vous parle même pas de Sarkozy, je vous parle de tout le gouvernement actuel. Tous ces gens-là sont nés à l'étranger, sont des anti-catholiques rabiques, en plus d'être des anti-musulmans, comme je l'ai dit, et ne veulent que châtier la France, la punir et la détruire. S'il y avait à la tête de la France des Français respectables parce qu'ils respectent leur pays et qui sont des Français respectueux et respectables, les musulmans seraient très contents d'être Français en France, j'en suis certain, et je l'ai vérifié systématiquement. Non seulement j'y crois, mais j'en suis certain. Voilà. Et c'est pour ça que ne comptez jamais sur moi pour mettre de l'huile sur le feu, mais par contre, jamais sur moi pour me laisser manquer de respect par des petits cons, j'en ai déjà eu, hein, qui m'ont dit, qui ont essayé de me mettre à l'amende, etc. C'était toujours des sales types. En général, d'ailleurs, ils étaient infiltrés par la police. Voilà, c'était des petits méras et des trucs comme ça. Mais je vais vous dire, avec les musulmans du quotidien, je le dis, je n'ai jamais rencontré aucun problème. Et quand j'ai eu des condamnations, ils ont fait des collectes dans les mosquées pour m'aider à payer mes condamnations, de manière spontanée, hein, sans que j'ai jamais à leur demander. Et moi, je m'appuie en dernière instance, je dirais, sur le réel, le réel quotidien. Je crois à ce qui se passe en ce moment ici même. Il y a un certain nombre de musulmans ici. Ils ont accepté tout ce qu'on a dit, ça s'est bien passé. Ça fait des années que je vis cette expérience égalité-réconciliation. Je n'ai jamais eu de problème, autre qu'avec des indicateurs de police, des manipulés, des gens comme ça. Et c'est pour ça que, malgré ce qu'on peut se trouver dans certains textes, et je le dis, moi, je ne fonde pas sur les hadiths, parce que les hadiths sont très sujets à caution par définition. Quand je m'intéresse au Coran lui-même, on m'a offert et que j'ai lu, je n'y ai rien trouvé qui ne soit pas de la morale humaine tout à fait saine, de la morale sociale en plus, pour qu'une communauté puisse vivre pacifiquement et fraternellement. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne vois, moi, aucune raison de déclencher des guerres, même si des fois c'est vrai que ça m'emmerde que dans certains quartiers, il n'y ait plus de boucherie pas halal. C'est vrai que ça m'emmerde, mais c'est une question sociale, je veux dire, qui se règle socialement. C'est un problème. Oui, mais c'est un problème social. C'est un problème, excuse-moi. Oui, c'est social. Ce n'est pas un problème religieux. Le jour où il y aura en France 6 ou 7 millions de Chinois bouddhistes qui essayeront de prendre leur place pour des raisons économiques, on commencera à trouver qu'il y a des problèmes dans le corpus idéologique du bouddhisme. Alors qu'en fait, non, il y aura un problème d'une communauté qui arrive récemment, qui essaie de faire sa place en période de crise avec des valeurs qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien toujours voir la question sociale et de ne pas dire tout le problème. Tant qu'il y avait... moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais à la mosquée de Paris, il y en avait une, boire des thés à la menthe, et j'allais même au hammam. Nous considérions l'islam comme quelque chose d'exotique et de charmant, parce qu'il n'y avait pas eu cette immigration incontrôlée, le problème des banlieues, le problème de la délinquance. Et aujourd'hui, tout ça se mélange et on appelle ça l'islam.
En fait, on mélange la délinquance des voyous de banlieue qui sont tous sauf qui n'incarnent tous sauf la charia et l'islam. On mélange tout et on appelle ça islam parce que les médias le font. En réalité, quand on sépare bien les problèmes et qu'on fait ce travail justement d'analyse dont je vous parlais tout à l'heure pour les immigrés, on voit qu'en fait, le problème n'est pas l'islam, c'est le problème de la géopolitique mondiale, c'est le problème de l'humiliation des pays arabes qui sont systématiquement agressés par le monde impérialiste judéo-protestant. J'insiste bien là-dessus. Racontez-moi quand la dernière fois une armée arabe a-t-elle agressé militairement une armée occidentale chrétienne? Pierre Jovanovic, bonne question. Les musulmans sont une civilisation systématiquement humiliée et agressée depuis 2 siècles par les judéo-chrétiens. Hein. Et d'ailleurs, rarement par les catholiques, il faut le savoir. Lyotet, ce n'est pas Jules Ferry. Hein, et voilà. Et donc on sort de ces tensions, de ces peurs aussi et de ces angoisses par le travail de culture historique, le travail de recul sociologique, etc. Et c'est en ça quand même où le savoir ne sert pas à rien. Le savoir est une arme contre la violence. Il faut le savoir, car quand on sait parler et voir l'autre, etc., avec toutes ces médiations, on n'a plus cette espèce de terreur du barbu qui peut souvent être stupide, etc. Et moi, je vous garantis que je me balade en banlieue, je me balade partout. J'ai été au Front National, j'ai quand même mouillé le maillot, hein, j'ai été au Front National, j'ai appelé à voter Marine Le Pen. Je n'ai jamais été agressé physiquement par un jeune issu des quartiers, etc., parce que quelque part, je dirais même son instinct, comme il n'a pas été trop écrabouillé par l'éducation nationale, parce que moi je dis même parfois c'est une chance que les types aient échappé à l'école, parce qu'ils ont échappé à l'école de Payon. Ce qui fait que finalement, ils ont parfois leur bon sens, je dirais naturel, qui finalement les rend moins cons que les bobos et ceux qui remplissent les rangs des jeunesses socialistes. Et je le dis, parce qu'avec Dieudonné, je le vis tous les jours, je n'ai jamais eu de problème concret. Donc évidemment, je réfléchis aux problèmes théologiques, aux problèmes idéologiques, mais finalement, je me dis dans le concret, dans la vie quotidienne, me présentant comme je me présente, je n'ai jamais rencontré aucun problème. Et je dis que c'est comme ça, dans ce sens, de cette façon-là, qu'il faut le prendre, le problème. Voilà. Et bon, donc c'était pour un peu compenser le... Oui, je dirais simplement qu'avec la crise qui arrive, et je vous ai donné un certain nombre de faits factuels, l'idéologie et le romantisme, c'est très gentil, mais je crois qu'à l'épreuve du feu et surtout de la faim, ça risque de se passer très mal dans les banlieues. Voilà. Oui, non, mais ça c'est... Et là... Mais tu verras que les gens qui vont... Désolé. Les premiers qui iront agresser des gens pour les voler ne seront pas les musulmans pratiquants, par définition. Ça sera plutôt les voyous qui fonctionnent comme les bandes ethniques américaines, c'est-à-dire les ultralibéraux. N'oubliez pas qu'un jeune de banlieue en survêtement est d'abord un ultralibéral sur le modèle américain. C'est-à-dire son modèle, c'est la bande ethnique ultralibérale américaine. Le bling-bling, la maille et la meuf. Et que s'il est réellement réislamisé sérieusement et en profondeur, il échappe à ce monde-là. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas qu'un voyou vendeur de shit mette une djellaba pendant 15 jours pour en faire un bon musulman. Et le travail à faire chez les musulmans, c'est de bien faire le tri chez eux entre les musulmans authentiques et respectables et les faux musulmans manipulateurs. Et malheureusement, vous savez très bien que les médias pervers nous montrent toujours les faux. Les chalgoumis, les lafouines. Hein. L'un va en Israël se prosterner, l'autre fait un duo avec Patrick Bruel. Vous avez tout. Vous avez tous les moyens de voir. Vous avez tous les moyens de voir par votre culture, et notamment par le travail qu'on fait nous, pour avoir les tests de qui est un bon musulman et qui ne l'est pas. Et moi je dis, je n'ai aucun problème avec les bons musulmans. J'ai un problème avec les escrocs à l'islam, les types qui pratiquent le meurtre entre musulmans pendant la période du ramadan. C'est ce qui s'est passé systématiquement en Libye et en Syrie. Un bon musulman ne tue pas un autre musulman pendant le ramadan, il me semble. Et on sait très bien ce que sont les bandes actuellement armées contre Assad. En faire un conflit de musulmans contre musulmans est une absurdité d'abord parce que ce sont que des musulmans. Et en plus, on se dit finalement, les plus mauvais musulmans, sans doute en ce moment en Syrie, sont ces bandes d'égorgeurs estampillés Al-Qaïda, dont on voit très bien qui les paye et qui les aide. Quand Bernard-Henri Lévy vous dit tout ça, faites-moi confiance, c'est bon pour Israël, et qu'il est derrière et qu'il applaudit, et qu'il est... vous avez les réponses. C'est-à-dire, moi, quand je veux savoir ce qu'il faut penser d'un sujet que j'ai pas le temps de me renseigner, je regarde ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy. Et je sais qu'il faut penser le contraire. C'est vrai, non? Voilà. J'ai tellement l'habitude de marquer Pierre que... C'est un prénom lyonnais, tu crois? Pour préparer la révolution. Ouais.
Alors merci d'abord à vous tous et toutes. Je suis extrêmement touché par votre présence. Alain m'a expliqué qu'en fait, si les réservations avaient été ouvertes plus longtemps, il y aurait 800 ou quasiment 1000 personnes. Donc je suis vraiment, vraiment impressionné. Merci à vous d'être là ce soir. J'ai préparé quelque chose pour vous ce soir, quelque chose que je n'ai jamais traité encore à la radio. Et c'est un mail d'un gendarme. Je vais vous le lire. Ça date d'il y a 2-3 jours. Je l'ai mis sur le blog, mais je vous le redonne. Ce matin, j'ai pris mon service de gendarme de réserve dans une brigade du Loir-et-Cher. Et après discussion avec mes collègues, il est à noter une recrudescence du vol de nourriture. Des jeunes comme des personnes âgées. Les jeunes font parfois des vols à main armée pour quelques euros dans le but de se nourrir. Et les vieux embarquent du jambon dans les supermarchés. Ils ont une retraite, mais les charges sont tellement lourdes qu'ils n'ont plus de quoi acheter à manger. Ça fait mal de les voir ainsi. Ceci est très important pour une raison très simple, parce qu'il y a à peu près 2 ans, dans la revue de presse, j'avais donné une information qui était assez surréaliste, et qu'un dessinateur d'ailleurs avait illustré. C'était le braquage d'une boucherie. C'est quand même assez nouveau. D'habitude, on braque les banques. Donc, il y a 2 ans, j'ai vu, vous savez, que ces effets de pop-corn, comme on dit. Vous savez, quand vous faites du pop-corn, vous avez un premier, vous savez, qui éclate. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement grave en France, malgré tout ce que vous dit BFM, iTélé, etc., et les autres. La France, du moins la périphérie de la société, aujourd'hui, a faim. Et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. C'est des informations qui ne remontent pas effectivement dans le public, sur les médias, mais comme le témoigne ce gendarme qui s'appelle Olivier, que je remercie à nouveau, parce que je pense qu'il va regarder la vidéo, j'estime que son témoignage, je le remercie parce que sans lui, je n'aurais pas eu l'idée. Ah d'accord, et il est là en plus. Ben merci. Okay. Merci à vous, parce que grâce à vous, donc j'ai préparé quelque chose de particulier. Alors, pourquoi la France a faim? Alors, on va le voir sur différents angles. Alors, la première chose, par exemple, c'était une information que j'avais estimée à l'époque de très très mauvais augure. 250 postes, donc sabrés, en 2012, déjà, et 1000 à 1500 autres à venir en 2013, selon l'industrie des charcutiers, la Fédération des industriels charcutiers, pardon. Alors, par exemple, je vous donne quelques noms que vous connaissez. Les charcuteries alsaciennes Hiller, les rillettes sartoises Boussard sont déjà tombées, elles sont morues. Géomadrange, c'est une marque que vous connaissez, que vous avez vu plein de fois dans les supermarchés, sont en sursis. Et selon M. Robert Volut, donc qui est le président de la Fédération des charcutiers, nous avons perdu plus de 700 emplois et que la situation est extrêmement grave dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire tout simplement que les Français n'achètent plus autant de nourriture comme avant, tout simplement. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus se payer à manger. Alors, vous tous qui êtes ici, on fait partie sans doute, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont du mal, mais je peux vous dire qu'au niveau de, c'est pour ça que je vous parlais de périphérie de la société, ça devient de plus en plus difficile. Et je vais vous le montrer, parce que ça affecte quasiment l'ensemble du spectre de l'industrie agroalimentaire. Et je tiens à rappeler que la Révolution française, entre autres, il n'y a pas que celle-là, a commencé surtout parce que les gens avaient faim. C'est la clé. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais répondre, même si ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais la faim a déclenché la Révolution. Je vous signale que les Français ont marché sur Versailles et ils ont demandé du pain. D'où la célèbre réponse, même si elle n'est pas exacte historiquement, de Marie-Antoinette, ils n'ont qu'à manger
C'est, je crois, Sinon, plus de pain qu'il mange de la brioche. De la brioche, Il paraît que j'allais ça dire l'a du jamais gâteau. dit, mais- Voilà. Enfin, il y a eu quelque chose de similaire parce qu'elle avait lu un livre de Jean-Jacques Rousseau. Alors, premier exemple. Regardez bien. Ça touche là, pour le coup, les yaourts et tout ce qui est produits laitiers. Danone prépare un méga plan de licenciement entre 2000 et 4000. Donc ça affecte Danone au niveau mondial. Candia, c'est le lait. 313 personnes et ferme 3 usines en France. Boum. Le célèbre charcutier Jambon d'Aoste supprime 68 postes. 70 postes également qui sont supprimés donc, chez le charcutier Rénal et Roquelaure. Pardon, c'est les cassoulets, tout temps pour moi. Et Pasquier, donc ça c'est les biscottes, donc là c'est le pain, lui a décidé de fermer une usine, tout simplement. Alors ensuite, Calixte à Beaufre dans l'Ardèche, là aussi c'est 65 personnes, toujours dépendant du charcutier d'Aoste. Pour vous dire que ce n'est pas spécifique à la France, puisque le continent nord-américain est touché, alors je ne vais pas vous faire la liste, je vous donne simplement 2 exemples très précis. Alors au Canada, vous avez une grande chaîne d'épiceries, c'est un peu comme les G20, vous voyez, ou les Monop, etc. Donc c'est Loblaw, dans le Loblaw, Ontario, qui supprime 700 postes et qui ferme bien entendu tout un tas de magasins. Aux États-Unis, c'est la chaîne des 200 boutiques épiceries, puis c'est des grandes boutiques, c'est quasiment des petits supermarchés, Fresh and Easy, qui va fermer avec une perte de 1000 emplois. Voilà. Coca-Cola Europe, rien que pour l'Europe, parce que là ça concerne les sodas, donc les gens qui achètent de sodas pour leurs enfants, c'est 500 personnes, dont, si mes souvenirs sont bons, 150 en Aquitaine, à Bordeaux. Donc vous voyez que ça touche l'intégralité de nos courses, de notre caddie. D'où, alors le poulet, bien entendu, vous en avez tous entendu parler, c'est 1000 emplois, c'était à Châteaulin. Vous avez Belvédère, Beaucaire dans le Gard. Alors eux, c'est les vins et spiritueux. Emploi menacé, 700. Le groupe propriétaire, entre autres, de la vodka Sobieski et du whisky William Peel, emploie 3650 personnes, dont 750 en France. Le groupe alimentaire, alors ça c'est un groupe alimentaire américain, enfin anglo-saxon, donc il était question de virer 18 500 personnes. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, peu importe. Toujours est-il pour vous montrer que quand la crise frappe vraiment très dur, lorsqu'il y a des gros groupes agroalimentaires, ça représente du monde. Là, en l'occurrence, 18 000 personnes. La direction d'Alice. Alors, c'est intéressant parce que là, on change, on va dans les plats surgelés. La direction d'Alice, spécialisée dans la fabrication de plats surgelés et cuisinés frais, pour la grande distribution et la restauration, a annoncé à 80 de ses salariés la fermeture de son site de Falaise dans le Calvados. Donc ça va être fermé en 2013. Alors pourquoi tous ces sites ferment ou licencient? Tout simplement parce que les Français n'achètent plus comme avant. Ils n'ont plus d'argent pour acheter à manger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on vous dit que la crise est derrière nous. Voilà, j'ai entendu ça récemment. D'ailleurs, tiens, je vous fais une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais je tiens à saluer le courage de notre président François Hollande, qui a demandé, lors de sa dernière visite dans une caserne, puisqu'il a visité les militaires, le service de sécurité donc, de l'Élysée a demandé à ce que tous les militaires soient désarmés. C'est une première quasiment. Je n'ai pas le souvenir. Mais là, franchement, c'est quand même, on voit qu'il commence à avoir... Mitterrand l'avait fait aussi? À chaque fois. On voit que les socialistes ont peur. C'est vraiment étonnant. Enfin bref. Donc, désarmement. Moi, je vous ai toujours dit que tout ça se finirait par un coup d'État, au moins, que les militaires, à un moment donné ou un autre, prendront le pouvoir parce que ça va être trop, la catastrophe en France, parce que les gens, justement, ne pourront plus s'acheter à manger. Je l'ai déjà annoncé ça il y a 2-3 ans. Vous êtes tous témoins ici, enfin certains, parce que je l'ai dit sur les ondes, écrit sur le blog. Eh bien, vous voyez que là, c'est en train de se dérouler sous nos yeux, véritablement. Alors, je vous garde le meilleur pour la fin, si j'ose dire. Non, c'est drôle, la fin. Le père Dodu, ça y est, c'est bien. Le père Dodu licencie 30 personnes. Donc, il va changer de nom, il va s'appeler le père Maigre. Manifestement. Et donc, sans doute, 22 autres personnes. Alors, tiens, c'est pour toi. Oui. Ça va être intéressant. Alors, on va faire un recoupement, juste pour vérifier. Parce que vous savez qu'on vous dit, journaliste, il faut recouper les informations. Donc, on va recouper ça.
Si les Français ne peuvent plus se nourrir, et vous savez que les Français adorent leurs animaux, ils adorent leurs chiens, ils adorent leurs chats, d'accord? S'ils ne peuvent plus s'acheter à manger, en conséquence de quoi, ils ne peuvent plus acheter à manger à leurs animaux domestiques, d'accord? J'ai pas eu, hélas, besoin de chercher bien loin, parce que Continental Nutrition, hein, qui est un spécialiste, donc ils sont dans le Vaucluse, à Védène, donc c'est alimentation pour animaux domestiques, hein, donc là vous avez grosso modo 100 emplois menacés. Donc vous voyez que ça confirme que les Français ne peuvent plus s'acheter à manger. Alors quand je dis les Français, ce n'est pas tous les Français, mais ça devient extrêmement grave. Et lorsque les Français qui adorent leurs chiens et chats sacrifient l'achat de Kit Kat et autres pâtés, je peux vous dire que, pour moi en tout cas, toutes les alarmes sont au rouge. Alors, ça c'est le premier recoupement. J'ai fait un deuxième recoupement pour faire plaisir à Sœur Anne, ne vois-tu rien venir, hein, voilà. Donc, j'ai regardé, est-ce qu'il y a eu d'autres cambriolages de boucherie? Est-ce que le cambriolage que j'avais donné à la radio il y a 2 ans, est-ce que c'était juste one shot? Eh bien, figurez-vous que c'est devenu une épidémie, une véritable épidémie. France 2 n'en a pas fait un sujet, on vous parle que du mariage gay, hein, il n'y a que ça qui les intéresse. Il y a eu un sujet hier sur France 2 de types qui abattent les vaches la nuit et, Voilà. qui les découpent en professionnels Voilà. pour piquer la viande. C'est-à-dire qu'on commence à avoir les paysans commencent à être obligés de sécuriser leurs vaches dans les prés parce que les types les abattent et les découpent. Absolument. Pour les Ça, manger. je l'ai donné également il y a à peu près 6 mois ou 10 mois, parce qu'on a une information, on a une première. Donc vous voyez que l'information popcorn est véritable. Alors regardez bien. Cambriolage d'une boucherie, 1er août 2012. Hein, donc c'est à Morestel, dans l'Isère. Boucher cambriolé pour la 4e fois à Bressols, Dépêche du Midi. Les cambrioleurs font le plein à la boucherie. Ils ont dérobé dans une boucherie des Halles de Cap-Breton 8 jambons, 2 jambons blancs, 12 andouillettes, 10 saucissons. Une petite partie du préjudice qu'accuse ce commerce, blablabla, etc. Il y en a pour 10 000 €. Voilà. Ça, c'était dans Sud-Ouest. Une boucherie de Grainville-la-Teinturière a subi l'intrusion de cambrioleurs en cours de la nuit. Donc ça, c'était le 20 décembre 2012. Vous voyez, c'est pas vieux. Côte d'Or, La Roche-en-Brénil, cambriolage de la boucherie. Les voleurs étant repartis avec l'alimentaire, jambon sec, divers charcuteries. Voilà. La boucherie de la place de l'église à Ambro a été cambriolée dimanche après-midi, 24 juillet. 2 cambriolages. Boucherie Orgère en Beauce, dimanche 23 septembre. Alors, on passe. La boucherie de Crouy, dans l'Aisne, a été mise à sac dimanche soir. Ils ont tout pris. Boucherie Fred à Aucamville, un cambriolage évité. 2 cambriolages à Bellevue. La boucherie La Charolaise a été victime d'un cambriolage. 30 kilos de viande. Les mecs, ils partent avec 30 kilos de viande. Mais attendez, c'est plus les banques qui cambriolent les mecs, c'est les boucheries. Attends, bientôt, vous allez être obligé d'avoir un sas de sécurité. On va vous fouiller devant l'entrée. Vous êtes obligé d'enlever vos casques. On a vu pour la première fois dans les supermarchés des antivols sur la viande prédécoupée, comme dans les magasins de vêtements. Voilà, ça aussi, je l'ai donné il y a 1 an et demi. Ça a commencé en Irlande. Vous voyez que le monde anglo-saxon, hein, qui est dans la crise, hein, parce que bien entendu, la crise n'est que chez les pigs, hein, les porcs. Là, c'est le cas de dire, on est en pleine charcuterie. Donc, les pigs étant bien entendu Portugal, Irlande, Espagne, etc. Tous les pays catholiques, bien entendu. Hein. Les Américains, eux, ne sont pas concernés, alors qu'ils sont plus endettés à titre individuel que les Grecs. Hein. C'est ça le véritable scandale. Enfin bref, je continue avec nos amis bouchers. Donc, alors vers minuit également, écoutez bien. L'entreprise des alors parce qu'après les boucheries, il y a les picards. Hein. Alors en l'occurrence, c'est l'entreprise de surgelés Crust Armor a été visitée. Plusieurs portes ayant été fracturées. C'était en télégramme du mois de juin. Les halles gourmandes cambriolées le 9 juillet. La Bourriette. Selon la police, donc non mais attendez, je ne sais pas si vous voyez les inspecteurs de police, les gendarmes, les mecs, vous voyez, ils pensaient poursuivre les cambrioleurs qui ont braqué des banques, vous voyez, des trucs. Maintenant, ils sont obligés de courir après des mecs qui braquent des boucheries, des trucs picards. Non mais attendez, et en plus, ils ne sont pas payés ou plus payés. Ils sont obligés de faire de l'autostop parce qu'ils n'ont plus de budget. Les militaires ne sont pas payés non plus. Les gendarmes de réserve ne sont pas payés. Et la dernière information que j'ai donnée sur le blog, les réservistes de la police nationale ne sont pas payés non plus. Ils ont entre 2 et 8 mois de retard de versement de solde. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en même temps,
on vient de donner 5 milliards, enfin peut-être pas autant parce qu'il y a la partie du gouvernement belge, 5 milliards d'euros pour couvrir la banque Dexia. C'est-à-dire c'est l'équivalent, parce que M. Manuel Valls a dit il y a eu 1400 voitures, je ne sais pas combien, de brûlées le jour de l'an. Eh bien, le jour de l'an, la banque Dexia a brûlé plus de 650 000 voitures. Je tiens à le souligner. Donc ça, c'était pour la Dexia, parce que c'est difficile de ne pas en parler. Bref, donc la totalité de la chambre froide du boucher a été vidée. C'est dans l'Indépendant. Et enfin, parce que là, ils n'ont pas froid aux yeux, si j'ose dire. Écoutez la suite. Ils sont rentrés dans la chambre froide, elle est bonne, dans une boucherie du centre-ville de Nice. C'est-à-dire cambriolage d'une boucherie en plein centre-ville de Nice. C'est plus les petites boucheries perdues, vous savez, dans les petits villages ou les villes de moyenne importance. C'est carrément en plein centre de Nice. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Nulle part, pas un seul papier, pas un seul sujet pour mettre en garde tous les bouchers, tous les charcutiers, etc. Parce que maintenant, hélas, il n'y a pas que. Et même à Paris, on a vu des fleuristes être braqués. Et on a vu, il y a encore 2 jours, un magasin de chaussures être braqué. Vous voyez, bientôt, ça va être les boutiques de lingerie. Enfin bref, tous les magasins vont y passer. C'est les signes d'une crise absolument phénoménale. Et on vous montre, bien entendu, que les images de gens qui se précipitent chez Darty, chez Carrefour, pour faire les soldes. Vous avez tout un tas de blaireaux qui courent à 110 mètres haies pour être les premiers à s'emparer d'un prix soldé. Mais vous vous rendez compte? Alors que là, il y a le feu. Alors, recoupement numéro 3, puisque bien entendu tout ça concerne les Français et le caddie des Français. Carrefour, la chaîne d'hypermarchés, donc à Massy. Alors aujourd'hui, il y a 533 emplois qui sont menacés. Donc ça, c'était fin août 2012. Donc Carrefour avait dit qu'il allait virer 533 personnes. Donc bien entendu, cela ne prend pas en compte les sous-traitants, bien entendu. Ceci vous montre aussi, alors je termine avec Carrefour, il y a Auchan, emploi menacé, 1700. Auchan va virer 1700 personnes. Enfin, dernier recoupement, je referme le tiroir après, puisque après l'alimentaire, il y a l'hygiène, donc le savon, le dentifrice, etc. Alors, Colgate, Palmolive, va supprimer 2300 emplois. Et juste pour vous donner une idée que la crise ne sévit pas qu'en Europe, au Japon, McDonald's va fermer 110 magasins, enfin boutiques, en 2013, et 500 autres après. Donc vous voyez que c'est un vrai problème. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que nous sommes exactement sur le même chemin que la Grèce. J'ai pu discuter avec un certain nombre de commerçants grecs, et ils m'ont tous dit que pour eux, le pire avait commencé grosso modo il y a 2 ans et demi, lorsqu'ils ont commencé à voir leur chiffre d'affaires baisser de grosso modo 30%. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est une baisse du chiffre d'affaires de tous ces gens de grosso modo 30%. Nous sommes sur le chemin de la Grèce, parce que qu'est-ce que cela entraîne, ces moins 30%? Eh bien, ce sont autant de recettes pour l'État, TVA, etc., en moins qui rentrent dans les caisses, sans parler des cotisations patronales et tutti quanti. Ce sont autant de salaires en moins qui vont dans les banques. Je ne parle pas de Pôle emploi. Et ce sont autant de charges supplémentaires qui viennent tomber sur les comptes de la France. Pour vous donner une petite idée, c'est une information que je vais donner, mais puisqu'on est dans l'agroalimentaire, c'est un lecteur qui me l'a signalé, mais le Parisien, on en a parlé également. En 1 an, le prix de la pomme de terre a explosé de 81%. Alors c'est sûr, vous faites le plein de patates, vous en avez pour 4-5 euros. Le problème, c'est qu'avant, quand vous faisiez le plein de patates, vous en avez pour 2 euros. Et quand vous multipliez tout ça avec une famille,
et tout au long de l'année, bah, ça fait beaucoup, beaucoup en plus. Et bien entendu, l'INSEE vous a dit que l'inflation était de 2,5%, ou je ne sais pas combien, 3. Voilà. Donc manifestement, les inspecteurs de l'INSEE ne mangent jamais de patates ni de frites. Au moins, on peut voir ça. Alors, cette inflation due à la crise, aux États-Unis, vous pouvez la voir de manière encore plus pertinente, hein, puisque vous savez qu'à Thanksgiving, hein, c'est leur fête nationale, hein, la grande fête familiale, il y a une journaliste de CNBC, c'est Amanda Drury. Alors, elle a envoyé ce tweet hein, en novembre dernier. Alors, cette année, donc, le prix des dindes a augmenté de 20%. Et le prix pour les pommes, hein, fruits, ont augmenté de 30%. Donc ça, c'est aux États-Unis. Donc là, il faut remercier, bien entendu, M. Ben Bernanke pour la planche à billets. Donc vous voyez que ça, ce sont les effets radicaux des différentes planches à billets américaines. Alors, bien entendu, ça, c'est l'augmentation de 20% sur la dinde. C'était uniquement pour 2012. Il va de soi qu'en 2011, c'était également plus 15 ou plus 20. D'ailleurs, j'avais donné une information. Ça, c'était en 2010. Regardez bien. L'hyperinflation a bien démarré. Regardez le prix de la dinde aux États-Unis, plus de 28% juste en un an. Ça, c'est une information de Bloomberg. Donc, je vous informe tous et toutes, pardon, que les dindons de la farce, c'est nous, c'est vous. Eh oui. Parce que c'est vous et nous qui sommes taxés, alors que tous les fonctionnaires et surtout tous les énarques qui sont aux commandes, manifestement, ils ne font jamais les courses, ils ne savent pas trop ce que c'est, mais je peux vous assurer qu'ils ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. C'est le problème éternel, je pense que Alain vous en parlera bien mieux que moi, de la déconnexion des élites hein, par rapport au peuple. J'estime que à partir du moment où Carrefour, Auchan sont obligés aujourd'hui en France de mettre des antivols, y compris sur des bouts de fromage qui coûtent 2 € ou 2,50 €, c'est extrêmement grave. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les vols, comme notre témoin, que je ne vais pas indiquer pour garder ça, puisqu'il est là avec nous, merci à vous, c'est pour ça que vous avez enregistré autant une telle hausse des vols dans les supermarchés. J'estime que la France est en danger, j'estime que les Français sont en danger, j'estime que la classe politique, je dis ça en tant que journaliste, que cette classe politique est totalement aveugle. Nous sommes exactement comme en 1788 ou 89. Vous avez, d'ailleurs, je trouve que François Hollande ressemble beaucoup à Louis XVI, ce côté mollasson, ce côté mou. Quand Martine Aubry l'a traité, je la cite, hein, je la cite, c'est pas moi qui suis vulgaire, dans le New York Times, elle l'a traité de couille molle. Je pense qu'elle avait tout à fait raison et je pense sincèrement qu'elle était en dessous de la réalité et de la vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus gouvernés, nous sommes soumis à l'Empire et une nouvelle fois, ça va lui faire plaisir, mais comprendre l'Empire, effectivement, a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, ma revue de presse va dans le sens du livre d'Alain. Et vous voyez que c'est l'intégralité des multinationales, dans leur grande majorité anglo-saxonne et surtout américaine, qui sont en train de prendre le pouvoir. Alors, tant et si bien, parce que là, on va retrouver une vieille connaissance. Hein, regardez bien. Donc ça, c'est mon lecteur Ludovic qui m'a signalé que Lyon Capital, actionnaire majoritaire du groupe de surgelés Findus, vous voyez Findus, hein, va perdre la main au profit d'un pool bancaire composé de 2 banques créancières, JP Morgan et Highbridge, qui rachètent l'agroalimentaire. Vous avez Goldman Sachs, BNP, Morgan Stanley, et bien entendu quelques autres, mais qui sont des petits joueurs à côté de cela. Je tiens à souligner, alors je tiens à le souligner, j'en suis très fier, parce que nos livres sont sortis en même temps.
grosso modo à 15 jours près. Hein. On ne se connaissait pas à l'époque, je précise. Et à l'époque, j'avais donné ici des documents confidentiels que j'avais récupérés des plans secrets de Blight Masters, où je vous donne ce qu'elle rachète et sur quoi elle joue. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas, remarquez Crédit Agricole, ça le fait. Hein. Vous pourriez aller au Crédit Agricole et acheter du bétail vivant, par exemple, ou du bovin d'engraissement, du porc, du lard, du maïs, du blé, céréales, farine de blé, avoine, colza, sucre numéro 11, blanc numéro 5, éthanol, café, cacao, coton, huile végétale, huile de palme, lait, jus d'orange et bois. Voilà tout ce que Blight Masters, à la tête de son département des matières premières, rachète pour spéculer dessus et pour faire monter les prix. Je précise que le président de la Fédération des charcutiers se plaignait également du fait qu'eux ne pouvaient pas augmenter les prix parce que les supermarchés, bien entendu, les empêchaient. Alors qu'eux sont touchés par les opérations de Blight Masters et de Goldman Sachs et des autres banques, hein, bien entendu. La BNP, je vous signale, a acheté tout le cacao. Hein, au mois d'août, en général, ils achètent tout le cacao pour faire monter les prix du chocolat, hein, et pour le revendre ensuite aux industriels. Voilà. Alors, juste pour vous donner une idée, ça c'est un petit rappel de 2010, avant que je donne la parole à Alain. Regardez bien, écoutez bien plutôt. Le blé, donc ça c'était de octobre 2009 à octobre 2010. Le cours du blé avait pris 74%. L'avoine, plus 68%. Le coton, plus 66%, etc., etc., etc. Bah, viande de porc, tiens, hein, puisqu'on parle des pigs, hein, puisque les anglo-saxons, pour eux, nous sommes les pigs, bien la viande de porc a pris 60%. Tout, ce sont des centaines et des centaines de milliards qui sont rentrés dans la poche de ces banques, hein, qui se sont servis dans notre assiette avant même que le produit, hein, soit acheté. Voilà ce que font les banques aujourd'hui. Elles le font de plus en plus pour se remettre de tout l'argent qu'elles ont perdu le 29 septembre 2008. Merci à vous. On se rend compte en fait qu'il y a deux phénomènes qui du coup s'additionnent. C'est que non seulement il y a une crise économique due à une contraction de l'économie, une contraction de la consommation, une baisse du nombre d'emplois qui est un phénomène exponentiel, mais il y a en plus du côté des banques qui ont pris le pouvoir sur le politique, quelque chose qui aggrave la situation de totalement irresponsable, qui est la spéculation notamment sur les matières premières alimentaires, etc. C'est-à-dire qu'au moment où en fait on devrait avoir des politiques qui lancent une politique de moralisation, de partage et de contrôle des prix, on a en fait ces deux phénomènes qui s'additionnent, c'est-à-dire des gens qui ont de plus en plus de mal à se nourrir, et d'un autre côté, des banques qui spéculent sur le prix des matières premières alimentaires, donc des prix qui montent, ce qui veut dire que ça donne un phénomène aggravant. Et n'oublions pas que quand on déchire le voile effectivement de ce qu'on appelle la science économique, où on essaie de toujours tout justifier par la fatalité des mathématiques, tout ça est en fait traduit un rapport de force qui a quand même beaucoup à voir avec ce qu'on appelle la lutte des classes, qui existe toujours, même si elle s'est complexifiée et qui n'est plus à la mode. C'est-à-dire qu'au moment où on devrait avoir une politique guidée d'une main de fer, responsable et morale par des États qui essaient de gérer la crise par le partage, par la vision à long terme, etc., on a des prédateurs financiers qui se dépêchent d'accélérer leur profit en profitant d'ailleurs de la déstabilisation et de l'affaiblissement du politique, ce qui fait qu'on a vraiment une situation effectivement très, très révolutionnaire et surtout d'une très grande violence, puisqu'on a un petit groupe de prédateurs qui a en réalité le pouvoir politique, puisque le pouvoir politique est soumis au pouvoir financier, qui profite d'une crise pour aggraver ses prédations à court terme, en sachant que derrière, on l'avait fait remarquer tous, la spéculation sur les matières premières alimentaires organisée par Goldman Sachs et JP Morgan a été estimée à 500 millions de morts dans le tiers-monde dans les dernières années. Notamment, ils avaient spéculé sur le prix du riz. Ils avaient fait monter artificiellement le cours du riz. Et il y a au moins 2 gouvernements qui sont tombés en Afrique. Oui, mais et derrière, sans parler de tous les morts, bien sûr. 500 millions de morts. Hein, c'est des chiffres colossaux quand on voit que... Je crois que c'est la Deutsche Bank, c'est dans le livre, et également, il me semble que même la Société Générale, mais je ne devrais pas dire de bêtises là, pour le coup. Donc on a bien cette situation d'une très grande violence, de prédateurs qui ont les mains libres et qui se remplissent les poches sur la misère populaire,
dans une période qui ne correspond pas à la période une période de croissance ou des 30 glorieuses, où on pourrait imaginer effectivement que ces gens font des profits parce que tout est en croissance. On a réellement une période effectivement de contraction avec une hyperviolence financière et une impuissance totale du politique. Et après, la question, c'est quand on sait ça, c'est que faire, que se passe-t-il? Alors, c'est là où il faut regarder. On en parlait tout à l'heure avec Pierre. Il y a l'idée de mentir et de dévier les colères. Hein. On voit bien ça. On voit aujourd'hui que les médias, au lieu d'informer, pratiquement produisent du mensonge de masse organisée. C'est-à-dire que vous voyez bien que si vous comparez les informations télévisées d'il y a 25 ans et d'aujourd'hui, on assiste à quand même une infantilisation et un mépris du public incroyable. On ne parle plus que de savoir s'il y a de la neige pour faire du ski, les soldes, des histoires sociétales qui parfois d'ailleurs peuvent avoir un petit intérêt, comme aujourd'hui, de savoir si la pilule de 3e génération va être remboursée ou pas. On découvre d'ailleurs qu'elle ne le sera plus. C'est assez bizarre, c'est qu'on a une hausse vertigineuse de l'avortement remboursé, mais par contre on ne veut plus rembourser les pilules. Espèce de phénomène assez incohérent On voit qu'il y a une perte de contrôle totale de la vision globale de la part des politiques. Et on voit ce mensonge médiatique où on ne ressent absolument pas la crise dans les médias dominants. À BFM, il n'y a pas de crise, c'est pas ce que c'est. Il la masque par on parle beaucoup de climat, de problèmes climatiques, avec toujours cette idée d'associer les drames climatiques et l'économie comme si l'économie était aussi un problème météorologique, c'est-à-dire une fatalité naturelle sur laquelle on n'a pas d'incidence, ce qui fait que finalement dans une société soi-disant où la raison domine et l'homme est au centre du système, on essaie de nous vendre en douce que tout est d'ordre de la fatalité finalement, comme dans les sociétés du fatum, c'est-à-dire les sociétés religieuses d'il y a plusieurs siècles. Ce qui est assez bizarre, c'est une espèce de décalage. On dit que l'homme est la mesure de tout, mais en même temps qu'il ne peut plus rien sur son destin. Vous voyez, c'est des espèces de décalage complet. Alors on a donc ce phénomène de mensonge systématique, ce qui m'a fait dire à un moment donné, moi, qui aime bien les formules à l'emporte-pièce, qu'aujourd'hui un journaliste qui travaille était une pute, sinon c'était un chômeur. Et c'est vrai, c'est que moi qui ai eu longtemps la carte de presse, d'ailleurs je fais une petite remarque, il y avait un classement sur Internet des journalistes, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait journaliste, je ne sais pas trop quoi, là, il y a un nom, et j'étais premier haut la main. Il y a eu l'affaire Aziza pour ceux qui l'ont vu, alors j'étais premier devant Thierry Messant, et d'ailleurs tu étais classé aussi dans le top 5, et puis alors les plus mauvais c'était les journalistes du système. Et ben là, ils m'ont supprimé du classement en disant que je n'étais pas journaliste, que je n'avais pas ma carte de presse, alors qu'en fait tu ne l'as pas non plus, je suppose, et qu'en plus j'ai un numéro de carte de presse, moi aussi d'ailleurs. Moi aussi, j'ai ma carte de presse, aujourd'hui c'est pas mon statut fiscal, mais j'ai une carte de presse, je l'ai pour toute ma vie. Donc en fait ils m'ont sorti du classement, et pourtant c'est même pas un truc institutionnel, c'est un truc un peu marginal, c'est-à-dire que même à ce niveau-là, il y a un travail de nettoyage, un travail de mensonge. Comme j'étais premier haut la main des journalistes crédibles, ils m'ont sorti en disant il n'est pas journaliste, il n'a pas sa carte de presse, ce qui est scandaleux, parce qu'il faut savoir que PPDA n'a jamais eu sa carte de presse, par exemple, parce que le statut de la carte de presse, c'est un statut fiscal. Vous êtes journaliste si c'est votre premier revenu fiscal. Voilà. Donc pour les gens qui sont par exemple producteurs, animateurs, comme c'est très loin d'être leur premier revenu, ils sont journalistes sans avoir la carte de presse. Ils ne l'ont plus réactivée depuis très longtemps. Moi, j'ai cessé d'avoir ma carte de presse depuis des années, mais j'en ai une, effectivement, c'est à vie, j'ai un numéro de carte de presse. Donc je pourrais même contester, je vais sans doute le faire, pour demander de réintroduire dans le classement. Mais c'est pour dire que voilà, aujourd'hui, les journalistes sont là pour mentir, colmater les brèches, et même des trucs sur Internet, dont on pourrait penser que c'est pour compenser le mensonge des médias dominants, ils subissent aussi des pressions, puisque là, ils viennent de me virer. Vous savez, l'anglais a bien expliqué que les Américains ne faisaient pas de planche à billets. Attendez. Mais devant Marine Le Pen, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Je crois que les honnêtes gens, et vous en êtes souvent, ont cette naïveté de penser que nos élites ne peuvent pas mentir de façon éhontée. Alors en fait, ces gens-là spéculent sur... il y a un mot je crois en yiddish qui s'appelle la chutzpah, que j'utilise souvent. En fait, on n'a pas suffisamment l'imagination maléfique pour imaginer à quel point ces gens-là nous mentent et nous prennent pour des imbéciles. Et c'est vrai qu'ils peuvent dire les yeux dans les yeux, effectivement, les Américains ne font pas de planche à billets. On a fait la loi de 73 pour empêcher effectivement que les États fassent la planche à billets, alors qu'en fait non, la planche à billets est réservée aux banques privées, c'est tout ce que ça veut dire. Et on voit avec les statistiques que ça n'a absolument rien changé au niveau de la courbe de l'inflation. Donc ça, c'est un truc dont vous devez avoir conscience, c'est à quel point on vous prend pour des imbéciles et on vous ment, et surtout l'institution vous ment, alors que les honnêtes gens, quand il y a quelque chose d'institutionnel, qu'il y a un drapeau français qui a marqué ministère de, pensent comme les enfants à l'école que c'est sérieux et que c'est vrai, puisque comme on dirait quand on est petit, c'est le maître qui l'a dit. Et en fait, vu à la télé, c'est un peu ça, vu à la télé. Et ce sont des grossiers mensonges, parfois même des grossiers mensonges arithmétiques, c'est-à-dire des filouteries de bas étage. Et ça, c'est un gros travail de pédagogie, moi, que j'ai fait depuis des années, et c'est difficile, parce qu'effectivement, les gens ont été élevés dans le respect de l'autorité, de la vérité, effectivement, des instituts de sondage, comme l'indice des prix, qui est une escroquerie, où on enlève de l'indice des prix des choses qui sont très importantes. C'est vrai que le prix
du téléviseur a baissé depuis 30 ans. Mais par exemple, le prix du logement a explosé. Alors aujourd'hui, dans votre budget, vous loger peut faire entre 30 et 50% de votre budget. Alors que pour un ouvrier dans les années 50, avec un seul salaire, il logeait sa femme et sa famille dans un logement qui aujourd'hui est un paradis pour bobo. Vous voyez, un pavillon ouvrier des années 50 devient aujourd'hui le luxe d'un haut salarié de Canal+, de pouvoir s'acheter une maison ouvrière dans le 20e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est des indices précis qui sont des indices réels. C'est-à-dire la dégradation du logement et le prix du logement, c'est une certitude. Hein. On a un vrai problème aujourd'hui en France pour se loger dans des clapiers. Une petite piole coûte pratiquement aujourd'hui la moitié d'un loyer et on vous demande aujourd'hui pour vous loger 4 fois votre revenu en salaire.